Et si on parlait des émotions aujourd'hui? Une émotion, c'est une énergie de vie qui a besoin d'être exprimée. Et movere, ça vient du latin, et à l'extérieur, movere, un mouvement vers l'extérieur. Et tant qu'elle est refoulée, notre esprit ne peut fonctionner correctement. Imaginez par exemple quand vous êtes hors de vous. Vous ne pouvez pas réfléchir sereinement. Pourquoi? Parce que l'amygdale, cette structure qu'on a dans le cerveau, alors c'est pas l'amygdale au niveau de la gorge, c'est cette structure au niveau du cerveau, va être particulièrement activée quand on va réprimer une émotion ou quand on va être envahi par une émotion. L'amygdale est une partie du système limbique, avec une autre structure aussi qu'on appelle l'hippocampe, qui permet d'éviter de passer par la raison, par la réflexion, puisque c'est grâce à elle que nous allons agir instinctivement pour combattre ou fuir quand il y a un danger, par exemple. L'abandon pendant l'enfance, particulièrement sous forme d'abus traumatisants, s'imprègne dramatiquement dans le fonctionnement de l'amygdale. Par la suite, lorsque surviendra un incident similaire, l'amygdale reconnaîtra automatiquement la similitude avec cet événement et orientera notre réaction en une fraction de seconde avant que notre cerveau, le néocortex, n'ait eu le temps de réfléchir à l'événement et aux conséquences de notre propre réaction. Le néocortex, c'est la partie du cerveau qui nous permet de planifier, de réfléchir, d'établir un raisonnement. Et ce blocage est une sorte de déclencheur qui fonctionne comme le commutateur d'un magnétophone. Aussitôt qu'une expérience similaire ou nouvelle survient, l'ancien enregistrement se fait entendre. Nous constatons ici la force et la puissance du conditionnement opérant. L'intelligence est tellement contaminée par le passé que de nouvelles réponses créatrices sont impossibles. Les émotions bloquées l'emportent sur le raisonnement et le jugement de l'intelligence. Chaque fois que nous faisons face à une nouvelle expérience similaire au stress originel non résolu, nous nous sentons compulsivement forcés à revivre l'ancienne expérience. Nous agissons de manière compulsive. Nous répétons ce qui n'a jamais fonctionné avant. Nous disons des choses qui ne sont pas pertinentes et l'intensité de nos sentiments est totalement disproportionnée par rapport aux événements réels. Ne pas exprimer ses émotions, c'est se créer à la longue un faux moi, une fausse identité, une fausse personnalité. C'est un peu le « je montre que je vais bien, je souris, je suis fort », mais au fond de moi, tout va mal. Et pourquoi? C'est parce que j'ai honte de mes émotions. Parce qu'on m'a peut-être appris en tant qu'enfant que exprimer sa tristesse ou sa colère, c'était mal. Et cette sorte d'intelligence contaminée va réduire sensiblement la capacité d'un individu de décider, puisque la volonté a besoin de perception, d'intelligence et d'imagination pour prendre des décisions. L'individu ne dispose alors que de peu de ressources pour faire des choix, puisqu'il rejoue sans cesse d'anciens scénarios inscrits en lui. Comme j'ai honte de mon vrai moi, je vais devenir peut-être perfectionniste pour qu'on n'ait rien à me reprocher. Je vais devenir l'épouse parfaite, l'employé parfait. Je suis aussi dans le déni de ce que je ressens. Moi, mais je vais bien. Le déni est un mécanisme de défense qui empêche d'accéder à ces émotions. Pourquoi? Parce qu'elles sont tellement douloureuses qu'on ne veut pas les faire ressurgir. Et le déni nous protège. Alors certes, le déni nous protège et en même temps, il va nous empêcher de guérir vraiment. On est aussi mu par le besoin de tout contrôler, parce qu'un écart pourrait ouvrir la porte à nos émotions. Et donc, inconsciemment, je reste dans les mêmes schémas, même s'ils sont douloureux, parce qu'ils me rassurent et me sécurisent. Et je vais préférer la sécurité à une situation qui serait nouvelle, mais qui risque de me faire peur, parce qu'elle est inconnue et que je risque de ne pas maîtriser. Et c'est pour ça que, parfois, je vais préférer, inconsciemment bien sûr, rester dans des schémas douloureux,
avec par exemple un compagnon alcoolique qui me bat, plutôt que de m'ouvrir à un autre chemin, de partir, de m'enfuir de cette situation, parce que peut-être que je ne connais que cette situation. Et peut-être que dans mon enfance, j'avais un de mes parents qui était alcoolique et que j'ai engrammé que la vie de couple, c'est une vie faite de violence. Donc, il est important de laisser le chagrin faire son œuvre lors d'un traumatisme, en exprimant nos émotions, qui nous permettent d'en faire le deuil. Et lorsque nous voyons notre ami ou notre enfant pleurer, ou un patient, ne pas lui dire « c'est rien, ça va passer ». Parce que là, qu'est-ce qu'on fait? On nie sa souffrance, en sous-entendant qu'il est stupide de ressentir de la tristesse. Et la personne va peut-être même ressentir de la honte, et donc ravaler ses émotions. Il est important de reconnaître son état, et de lui dire par exemple « tu es triste, ça doit être difficile ce que tu vis là ». Là, je reconnais sa tristesse, j'accompagne son émotion et j'aide la personne à faire sortir son chagrin. Un être humain a besoin qu'on prenne la mesure de ce qu'il vit. Et c'est pas en lui disant « tu es stupide de pleurer » qu'on va l'aider. Et ça demande aussi que moi-même, je sache accueillir et exprimer mes propres émotions, pour pouvoir après accueillir et accompagner l'autre dans l'expression de ses émotions. Et ça va nous permettre de nous libérer, d'éviter que ces émotions s'inscrivent dans notre corps et créent des traumatismes. Ce n'est pas l'événement qui va créer le traumatisme, c'est notre perception de l'événement, c'est l'intensité émotionnelle que l'on vit là dans cet événement qui va créer le traumatisme. Et c'est pour ça que c'est important de mettre des mots dessus. Et Boris Cyrulnik, quand il nous dit que la honte, c'est un frein à la résilience. Si j'ai honte de ce qui m'est arrivé, je ravale mes émotions, je n'exprime pas ce que je ressens, et je vais continuer à vivre dans ces anciens scénarios de vie. Lorsque nous réprimons des émotions appropriées aux circonstances, pourquoi on va les réprimer? Parce que peut-être nos parents ou nos modèles de référence nous interdisaient cette expression, elles vont se manifester sous d'autres formes. L'énergie qui est réprimée doit pouvoir être libérée pour que l'esprit puisse fonctionner efficacement. Par exemple, si je réprime ma colère pendant des années et des années, elle risque de se transformer en rage, voire en haine, et parfois même se transformer en maladie. Je risque de tomber malade, de développer un cancer, par exemple. Quand l'émotion est retenue, elle forme un bloc rigide qui nuit de manière chronique à l'utilisation efficace du raisonnement. Et c'est pour ça que c'est un frein à la résilience. Parce que je ne peux pas donner un sens à ce qui s'est passé. Je ne peux pas accéder à mes émotions pour les libérer. Alors quelques pistes peut-être pour se libérer de ces émotions, ça peut être l'expression par le théâtre, par le jeu, qui permettent justement d'exprimer ces émotions. Le yoga aussi peut nous permettre de libérer les émotions qui sont cristallisées dans notre corps. Le corps n'oublie rien. On peut aussi pratiquer la self-défense pour extérioriser une colère par exemple, rejouer une scène traumatisante, avec cette fois la capacité de se défendre. Si par exemple, j'ai été victime de violences physiques ou de viol. Et puis, vous l'aurez compris aussi, c'est parler avec une personne ressource, mettre des mots sur ce que j'ai vécu, sur mes émotions. Alors ça peut être avec un psychiatre, un psychologue, un psychothérapeute ou alors un ami ou une amie qui est empathique, qui ne vous juge pas. Et le but, ce n'est pas de rabâcher la même histoire, parce que là, ça aurait un effet plutôt pernicieux d'ancrer encore plus profondément ce qui nous est arrivé. Le but, c'est de libérer l'émotion ressentie dans le passé et qui n'a pu s'exprimer sur le moment, parce que peut-être que vous étiez un enfant et que vous ne pouviez pas vous révolter contre votre père, par exemple, qui vous battait. Donc, aujourd'hui, c'est important de revenir sur la situation, sur vos émotions du moment, et de pouvoir, dans un espace de confiance et de sécurité, de pouvoir mettre des mots dessus.
pour vous libérer de ce poids, afin qu'il ne vous emprisonne plus et qu'il ne vous empoisonne plus. Et puis bien sûr, il y a beaucoup d'autres méthodes pour se libérer de ces émotions. Je pense à la maïeusthésie, à l'EMDR, à l'intelligence relationnelle, etc. Et donc pour finir, on est au mois de septembre, c'était la rentrée il y a quelques jours, peut-être que vos enfants ont pleuré lors de cette rentrée. Eh bien, le but, vous voyez, en comprenant mieux les émotions, c'est de ne pas dire à l'enfant « mais non, ne pleure pas ». C'est justement le reconnaître dans sa souffrance et dans sa tristesse, parce qu'il est triste peut-être d'aller à l'école, de vous quitter, sinon il ne pleurerait pas. Et c'est l'accompagner justement dans cette tristesse, en la reconnaissant et en lui disant « bah oui, t'es triste parce que t'as peut-être de l'appréhension à aller à l'école, c'est ça ?» Et pareil avec un patient, en tant que soignant, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de rassurer, de minimiser ce que la personne est en train de vivre quand elle souffre, ou quand elle a peur de quelque chose. Elle a peur par exemple de l'opération et on va lui dire « rassurez-vous, mais c'est rien, tout va bien se passer ». Et là, je ne la reconnais pas dans son émotion de peur. Et peut-être lui dire « mais vous avez peur, est-ce que vous avez envie de me parler de cette peur ?» afin que la personne se sente écoutée, qu'elle sente que quelqu'un prend la mesure de ce qu'elle vit et que elle puisse exprimer sa peur. Et puis, dans un second temps, peut-être la rassurer ou lui donner des explications, etc. Mais voyez, dans un premier temps, toujours reconnaître ce qu'elle est en train de vivre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des pistes sur les émotions et pourquoi c'est si important d'en parler. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.